Mesdames, Messieurs, bonjour. Premier titre, la drogue. Les Anglais ont déjà répondu d'accord, les Italiens aussi, deux réponses à la proposition du président Pompidou qui appelle les pays européens à s'organiser pour lutter ensemble contre le trafic international des stupéfiants et en général le problème de la drogue symbolisé par les fleurs de pavot que vous pouvez voir derrière moi. Je vous rappelle que le président français a envoyé le 6 août dernier une lettre personnelle aux chefs des gouvernements de l'Europe des 6 et de l'Angleterre pour leur proposer, entre autres choses, que des spécialistes des 7 pays se rencontrent 2 fois par an pour mettre au point un plan d'offensive et pour échanger des renseignements recueillis par les polices respectives. En somme, le président français tire la sonnette d'alarme et en disant en substance, il y avait avant un problème de production dans certains pays, en Orient surtout, il y avait aussi un problème de consommation dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis. La France était jusqu'ici un peu à l'écart de ces problèmes, mais maintenant ces deux problèmes restent. En plus, la France et l'Europe en général est atteinte par ce fléau. Cela, c'est sur le plan international. En ce qui concerne la France, dès la fin du mois de juillet, le président a demandé au gouvernement que des instructions très fermes soient données d'une part aux préfets et aux services de police, d'autre part aux responsables de la jeunesse, en particulier aux enseignants, pour qu'un effort énergique soit fait dès la rentrée scolaire pour lutter contre les trafiquants de stupéfiants. Le problème est de savoir comment s'y prendre. Monsieur Lemuel, vous êtes le chef de l'Office central pour la répression du trafic des stupéfiants en France. On dit souvent en France que le nombre des drogués est limité. Comment pensez-vous que l'on puisse vraiment recenser les drogués? Il paraît difficile de recenser les drogués puisque les chiffres connus sont finalement le chiffre des interpellations, des arrestations. Il est évident que le nombre des drogués augmente en France comme dans la plupart des pays européens, après bien sûr les États-Unis qui sont depuis longtemps aux prises avec ce problème. Et il est évident que l'initiative du président de la République s'inscrit dans ce contexte et qu'elle a une portée considérable en ce sens qu'actuellement, il existe une coopération policière internationale qui s'effectue dans le cadre de l'OIPC et Interpol, tandis que l'initiative du président Pompidou vise évidemment à élargir considérablement cette coopération en tendant à une harmonisation des législations des pays d'Europe dans ce domaine, en vue de parvenir à une conception commune certainement des problèmes de répression, et pas seulement des problèmes de répression, des problèmes d'éducation, en associant la répression, l'action sanitaire et sociale, l'éducation nationale, pour tenter de trouver des remèdes à ce fléau. La drogue a été très longtemps un vice de riches, enfin du moins on le disait, mais au travers des chiffres que vous possédez, peut-on savoir si toutes les catégories sociales en France sont touchées et toutes les générations? Il est évident qu'il y a quelques années, la drogue était l'apanage de cercles fermés et ce n'est absolument plus le cas. Et on peut dire que le fléau s'étend à toutes les classes de la société, puisqu'on trouve aussi souvent des étudiants que des jeunes ouvriers. À côté, bien sûr, ceux-là sont en nombre plus important de cette espèce de faune de hippie ou autre. Maintenant, il faut quand même considérer que c'est surtout un phénomène qui intéresse les jeunes et que ce sont les classes jeunes et très jeunes qui sont concernées. Le président Pompidou veut en quelque sorte créer un marché commun anti-drogue, mais à votre avis, vous qui êtes un technicien de la lutte contre les trafiquants, quelles seraient les mesures les plus efficaces pour fermer les frontières de l'Europe des 7? Bien écoutez, il est difficile de penser à fermer les frontières quand au contraire, on essaie de les ouvrir au maximum, mais c'est évidemment ce qui complique le problème, c'est que la circulation est tellement facilitée par cet afflux, cet échange de gens, de populations, de touristes, de travailleurs, qu'il est difficile de contrôler le passage des frontières. Et il est évident que sur le plan strict de la répression, en ce qui concerne le trafic international, il sera encore surtout le fait d'enquêtes menées en coopération entre les différentes polices. Justement, quels moyens réclamez-vous? Eh bien, vous savez, les moyens, ce sont des moyens traditionnels, classiques, des moyens en hommes, parce que ces enquêtes nécessitent un personnel important, un personnel spécialisé, des moyens en matériel, et ces moyens, d'ailleurs, en ce qui concerne la police française, ont été considérablement renforcés au cours de ces 2 dernières années et sont encore, en ce moment même, en passe de l'être. Dans les pays de la petite Europe, y en a-t-il un qui soit en pointe
dans l'organisation de la lutte contre la drogue? Je pense qu'en ce qui nous concerne, non pas seulement parce que nous sommes concernés et nous ne nions pas que la France soit un pays de transit de l'héroïne, nous ne nions pas par exemple que Marseille soit un point également important, mais nous n'avons certainement pas le monopole du transit de l'héroïne. Je pense quand même qu'en ce qui nous concerne, en France, nous sommes à la pointe de la répression dans le domaine du trafic des stupéfiants. En ce qui concerne justement cette recherche des trafiquants de drogue, une polémique s'est élevée entre les policiers français et les policiers américains depuis quelque temps. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous savez que cette polémique est née des déclarations de M. Cussac, qui est le directeur régional du bureau du narcotique à Paris. Il a même cité des noms. Il a même cité des noms, oui. Je voulais d'abord vous dire que M. Cussac, que j'ai vu à mon bureau, a démenti la fameuse phrase concernant les 3 ou 4 gros bonnets protégés qui se promenaient à Marseille. Mais le journaliste l'a confirmé. Le journaliste l'a confirmé. Mais enfin, M. Cussac l'a démenti, et il a confirmé ce démenti dans un rapport qu'il a adressé à son ambassadeur. D'autre part, on a dit que M. Ingersoll, qui lui est le chef du bureau des narcotiques américain, aurait critiqué la police française. C'est à peu près comme si j'adressais moi-même une lettre au président Nixon pour critiquer l'action de la police américaine dans le domaine des stupéfiants. Il est certain que M. Ingersoll a dû traduire des préoccupations, mais qui sont les préoccupations de tout le monde, et qui visent à la découverte de ces fameux, ce qu'ils appellent les laboratoires. Nous préférons les appeler des officines, car en fait, il s'agit souvent d'installations de fortune qui peuvent fonctionner dans des caves, des appartements, des pavillons. Et les préoccupations de M. Ingersoll sont les nôtres, policiers français. Nous aimerions bien découvrir des officines. Je rappelle d'ailleurs que depuis 15 ans, une vingtaine d'officines ont été découvertes. Pas une seule n'a été découverte sur des renseignements qui auraient été fournis par le BNDD. Et je rappelle d'ailleurs qu'on ne trouve pas des officines sous les pas d'un cheval, qu'on ne peut les découvrir qu'au terme d'enquêtes qui sont extrêmement difficiles, car nous avons affaire à des trafiquants professionnels qui sont extrêmement méfiants, prudents et endurcis. Est-ce que cela veut dire qu'il faille changer les méthodes de travail entre Français et Américains? Absolument pas. Les Américains sont en France et ils sont en France dans le cadre de la politique d'échange d'informations qui est fixée par un protocole d'accord qui a été signé entre le ministre de l'Intérieur et l'Attorney général des États-Unis. Ils sont là en France pour apporter les renseignements qu'ils pourraient obtenir ou bien des arrestations qui sont effectuées aux États-Unis ou bien d'autres pays d'Europe, puisqu'ils sont également implantés dans d'autres pays d'Europe et au Moyen-Orient. Mais en ce qui concerne la répression, qui est le fait de la seule police française en France, eh bien, il est évident qu'il n'y a pas de miracle. Elle ne peut être basée que sur des enquêtes sérieuses, menées avec des moyens importants, mais ce sont toujours des enquêtes de longue haleine qui ne sont pas faciles. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Passons maintenant au problème de la route au retour du mois d'août. Et comme prévu, se sont très étalés, avec bien sûr les inévitables bouchons de Brignoles et Saint-Maximin sur la route de la Côte d'Azur, et ceux de Pont-Saint-Esprit, Remoulins et La Bouère sur les routes de l'Espagne. Les spécialistes s'aperçoivent d'ailleurs que la courbe des rentrées cette année correspond à peu près exactement à celle des rentrées des vacances du mois d'août l'année dernière. Comme l'année dernière, c'est le vendredi qui a été, du moins pour l'instant, la journée la plus difficile, avec des bouchons qui atteignaient parfois une vingtaine de kilomètres. Un exemple sur la nationale 10 à Saint-André de Cubzac, un reportage de Fernand Tavares. C'est en Aquitaine, dans la partie située au sud de Bordeaux, qu'hier les retours des vacanciers du mois d'août ont été les plus intenses. Plusieurs bouchons se sont formés à la sortie de l'autoroute A62, accumulant les véhicules sur près de 10 km parfois. En revanche, les passages aux postes frontières des Pyrénées-Atlantiques se sont effectués sans difficulté. En 48 heures, nous signale-t-on, 30 000 voitures sont passées dans les deux sens. Quelques accrochages sans gravité se sont produits, dus pour la plupart au non-respect des distances. Ce matin, le PC régional de gendarmerie de Bordeaux constatait une circulation beaucoup plus aérée que celle d'hier, et sur les grands axes routiers du sud-ouest, le même adjectif fluide était employé dans les messages des observateurs. Toutefois, en fin de matinée, un bouchon de 4 à 5 km était observé à La Bouère, dans le département des Landes.
Depuis, le flot de voitures s'est un peu étalé sur la route et vous le voyez sur ces images prises tout à l'heure sur la nationale 10 et la nationale 12. La circulation ne semble pas très difficile, du moins pour un jour de grand retour. Il faut dire d'ailleurs que les orages d'hier et de cette nuit ont incité les conducteurs à lever un peu le pied de l'accélérateur. Par parenthèse, je vous signale que la météo prévoit un temps assez beau et sans trop de problèmes aujourd'hui au-dessous d'une ligne Nantes-Mulhouse. Au-dessus de cette ligne Nantes-Mulhouse, des pluies et quelques orages sont attendus. Attention donc aux derniers kilomètres. Quelques bouchons malgré tout, vous le voyez. Un coup d'œil maintenant sur l'autoroute du Sud où Michel Toulouse est allé à la rencontre des automobilistes venus de la Méditerranée avant de faire le point à l'heure actuelle de la circulation. Michel Toulouse. Oui, nous sommes depuis ce matin sur l'autoroute A6 à une trentaine de kilomètres de Paris et comme vous pouvez le voir, la circulation est assez fluide. Finalement, les vacanciers qui partent rencontrent ceux qui rentrent et au péage de l'autoroute, on comptait 1000 voitures à l'heure, ce qui est peu. C'est déjà très loin des 4000 véhicules à l'heure attendus ce soir à ce même péage et des 6500 véhicules attendus aux portes de Paris. Finalement, ceux qui sont partis ce matin ont eu de la chance, ils ont eu raison, comme vont nous le dire les vacanciers rencontrés au hasard des aires de repos. Vous venez d'où? Bien, nous venons de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Vous êtes parti quand? Nous sommes partis d'assez bonne heure ce matin, disons vers les 4h30, 5h moins le quart. Comment était la circulation? Bien, jusqu'à présent très fluide. Vous êtes parti ce matin pour éviter les embouteillages? Oui, bien sûr, parce qu'autrement, quand on part assez tard, vous voyez, on risque de se retrouver sur l'autoroute, comme ça m'est arrivé certaines fois. Ou alors, on n'avance plus du tout, quoi. Ce sont des bouchons sur les 50 derniers kilomètres. Vos vacances sont terminées? Terminé, hélas, oui. Vous rentrez d'où? D'Auvergne. Est-ce que ce matin, on roulait bien? Oui. Ce matin, nous sommes partis de Pouilly. Non pas d'Auvergne, mais de Pouilly. Oui, ce matin, pas de problème. Ça ne vous fait pas peur de conduire une caravane, de tirer une caravane sur l'autoroute? Pas du tout, non. Nous sommes habitués à l'autoroute, d'ailleurs. Souvent, nous allons souvent en Allemagne. Il y a beaucoup d'autoroutes, c'est une habitude. Et vous pensez que ça peut être dangereux quand même de conduire sur une autoroute? Non. Non, avec un véhicule en bon état, non. Les 63 véhicules qui se sont emboutis, ça ne vous dit rien? Peut-être qu'il y a eu un concours de circonstances, mais... C'est-à-dire que nous, avec la caravane, nous roulons qu'à 80, 90. Je regarde les distances. Il faut être très prudent, il faut pas surtout se laisser prendre par la vitesse. Oui, mais depuis ce matin, nous regardons l'autoroute en spectateur et on voit des véhicules rouler roue dans roue à quelques centimètres les uns des autres, alors qu'à 140, la distance d'arrêt est de 150 mètres. On voit aussi des véhicules qui doublent à droite, des camions qui doublent à droite, des caravanes qui se mettent en travers, qui louvoient. J'ai même vu un véhicule perdre sa valise, qui était piétinée par les véhicules qui suivaient, qui roulaient dessus. Enfin, pour tout dire, l'autoroute, vue en spectateur, un jour de rentrée, c'est un spectacle effrayant. À vous, Cognac G. Bien sûr, malgré ces retours quelque peu étalés, cette circulation tout de même fluide, des accidents, le plus important, le plus grave a lieu hier soir près de Grasse. Un chauffeur de poids lourd s'est aperçu à un embranchement qu'il se trompait de route. Il a voulu changer de direction et son camion complètement déséquilibré est allé faucher un groupe de 5 personnes qui marchaient sur le bas-côté. Le chauffeur dit que ses freins ont lâché. L'enquête semble lui imputer toute la responsabilité puisque ce conducteur vient d'être inculpé d'homicide involontaire. Autre victime, cette fois en montagne, près de Chamonix. D'après les premiers éléments, il s'agit même d'une imprudence. 2 jeunes gens appartenant à une colonie de vacances de Bobigny sont morts d'épuisement et de froid dans la montagne. Leurs compagnons sont dans mauvais état. Tous avaient été emmenés en course, ils étaient 11 en tout, par un moniteur. Ce matin, les guides à Chamonix disent « c'est scandaleux d'emmener dans la montagne des jeunes gens aussi inexpérimentés, avec un encadrement aussi peu nombreux ». Je vous rappelle que cet été, 75 personnes sont mortes dans les montagnes françaises. Et puis, dans la liste, on peut aussi ajouter les incendies. Incendie dans le Midi, incendie en Corse. Actuellement, les pompiers sont en train de lutter, aussi bien en Corse que en Corse du côté de la Balagne, dans le nord de la Corse.
et dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Voici d'ailleurs le point que nous fait Édouard Laure. 6 villages menacés, 200 campeurs isolés, 1000 hectares de forêt ravagés par la reprise des incendies en Corse. Le vent qui soufflait hier à plus de 100 km/h est tombé au cours de la nuit, ce qui a permis aux 3 Canadair de la protection civile de décoller très tôt ce matin. Les sauveteurs, devant la pénurie d'eau, ont été obligés de réquisitionner tous les camions-citernes de l'île. Ce matin, les feux avaient quelque peu diminué d'intensité, mais la météo prévoit une reprise des vents pour le début de l'après-midi. D'après les premières estimations, ces incendies pourraient atteindre les proportions de ceux de 1957, où 2 personnes avaient trouvé la mort. Incendie également sur la Côte d'Azur. Dans le Var, ils ont tous été maîtrisés au début de la nuit. En revanche, dans les Bouches-du-Rhône, la situation reste préoccupante. Près de Saint-Paul-les-Durances, 12 corps de sapeurs-pompiers, 3 Canadair et 1 hélicoptère luttent contre les flammes. En Sicile également, où le thermomètre marquait 40 degrés hier à 13 h, les environs de Palerme ont été complètement dévastés par des incendies de forêt. D'autres pompiers, mais ceux-là sont à Orly, viennent de recevoir du renfort, c'est-à-dire une espèce de canon à eau que vous allez peut-être voir derrière moi. C'est le dernier engin construit par les spécialistes de la lutte contre les incendies d'avion. Un appareil assez impressionnant, vous allez le voir dans le reportage de Dan Shemama. VITGP, véhicule incendie très grande puissance. 46 tonnes, réserve d'eau 19 000 litres, 1 200 000 francs. Construit en coopération avec les Allemands. L'aéroport de Paris en possède actuellement 4 à Orly. Avec 2 moteurs de 500 chevaux, le VITGP peut atteindre une vitesse maximum de 105 km/h. Il a été spécialement conçu avec l'apparition des Jumbo Jets, les Boeing 747. Ces réserves d'eau doivent permettre d'étouffer un incendie et laisser 3 minutes aux passagers pour quitter l'appareil. « 6300 litres d'eau à la minute à une distance de 80 mètres. Voyons maintenant rapidement les informations de l'étranger. Le Tchad d'abord, à vrai dire on n'a pas tellement de détails sur la tentative de coup d'État qui a eu lieu hier. Pour l'instant la situation est calme, mais le gouvernement de Faure-Lamy vient de rompre les relations diplomatiques avec la Libye, qu'il accuse d'avoir aidé les rebelles. Une information financière, M. Georges Pompidou a accepté la proposition du chef du gouvernement italien, M. Emilio Colombo, d'échange de vues au niveau des experts sur les problèmes monétaires actuels. Enfin, je vous rappelle qu'au procès de Marrakech, le procureur du roi a réclamé hier 48 condamnations à mort, dont 32 par contumace. Au milieu de toutes ces informations et ces images qui ne sont pas toujours très joyeuses, voici un sourire, celui d'une jeune fille de Nice, qui occupe ces week-ends un exercice un peu particulier qu'on pourrait appeler le rodéo sur épaulard. Regardez. Joëlle Maldian est une jeune et jolie secrétaire du Marineland Côte d'Azur à Antibes. Depuis plusieurs mois, elle rêve de s'occuper des animaux. Pour ce faire, il lui fallait réussir un exploit hors du commun. Joëlle a pensé faire un tour de bassin en chevauchant Clovis, l'orque du Marineland. Sa première tentative s'est révélée être un échec et a même failli mal se terminer. Regardez bien, l'orque fait volte-face et attaque Joëlle qui fort heureusement s'en sort sans mal grâce à Paul et Martin, les dresseurs, qui veillaient de très près. Nullement découragé ni effrayé, Joëlle a tenté une deuxième expérience
Et faites-moi confiance, ce n'est pas une petite affaire que de chevaucher ainsi un orque épaulard, car celui-ci est resté malgré tout assez sauvage et a déjà par 2 fois tenté de dévorer ses dresseurs. Mais se serait-il laissé séduire par le charme de Joël? Toujours est-il qu'elle a pu cette fois mener à bien sa 2e tentative. Le directeur du Marineland aurait promis à Joël qu'un jour elle pourrait abandonner définitivement sa machine à écrire et que de temps en temps elle pourrait renouveler son exploit en compagnie de Clovis, avec qui elle est devenue très amie. Ça pourrait devenir une discipline olympique, puis Charles Bruckner. Rentrée sportive, le dernier week-end d'août est très chargé. Oui, en fait, vous savez, tous les week-ends d'août sont assez chargés et ce dernier week-end, en effet, est fertile en nombreuses compétitions et bien entendu avec en tête les championnats du monde de cyclisme sur piste amateurs et professionnels qui ont lieu actuellement et qui se poursuivent à Varèse en Italie. Et hier soir, les 2 Français que vous apercevez à ma gauche, qui sont Morelon et Quintin, se sont distingués puisqu'ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la vitesse amateur, qui seront disputées cet après-midi. La finale suivra vers 20h et on peut penser, sans optimisme exagéré, que Morelon et Quintin peuvent accéder à la finale. N'oublions pas que l'année dernière, Morelon a remporté la médaille d'or en Angleterre et Quintin la médaille de bronze. Le premier titre mondial a été décerné hier à Varèse à un Colombien de 29 ans que voici, qui s'appelle Martin Rodriguez. Il a enlevé la poursuite amateur en battant nettement le Suisse Fuchs, une victoire qui ne vous surprendra pas si vous vous intéressez au cyclisme, puisque Rodriguez est le recordman du monde de l'heure amateur avec 47 km 563. C'est tout de même une sérieuse référence. La poursuite a d'ailleurs été le clou de la soirée hier à Varèse, puisqu'après la victoire de Rodriguez, c'est un poursuiteur professionnel qui a réalisé une très grande performance. Il est français, il s'agit du français Charlie Groskos, qui au cours des épreuves éliminatoires est descendu au-dessous des 6 minutes pour les 5 km. 5 minutes 57 secondes 69 centièmes exactement, ce qui constitue une des meilleures performances mondiales sur la distance. Groskos a d'ailleurs battu au cours de sa série le tenant du titre, le Britannique Porter, qui s'est qualifié lui aussi avec le Danois Ole Ritter. Voilà pour le cyclisme sur piste. En bref, le reste de l'actualité sportive. Natation à Uppsala en Suède. Commence cet après-midi la Coupe d'Europe. L'équipe française, avec ici en tête le sprinter numéro 1 Rousseau, ambitionne une place de 4e derrière l'Union soviétique et les 2 Allemagnes. Cet après-midi à partir de 15h25, vous pourrez suivre en direct sur la première chaîne les épreuves de cette journée. Athlétisme Espagne-France à Madrid cet après-midi. Guy Druck que voici et Pani voudront faire oublier les déconvenus d'Helsinki. Enfin, en football, une 4e soirée de championnat professionnel passionnante avec un match au sommet, Nantes contre Nîmes, très attendu. Henri Michel ici contre Michel Mézy, son camarade de l'équipe de France. Ils sont ce soir face à face. Voici le Nîmois Mézy et ils se retrouveront d'ailleurs dans 10 jours à Oslo au sein de l'équipe de France qui rencontrera la Norvège pour le compte de la Coupe d'Europe des Nations. Les vacances sont maintenant terminées pour la plus grande partie des Français, mais il ne faut tout de même pas oublier ceux qui partent en septembre. Hebdo Loisirs vous propose maintenant de voir comment les Français sont allés en vacances à l'étranger. Aujourd'hui, les vacances en Union soviétique. Un petit peu. Doucement, ça va aller très bien. À côté de toi, c'est parti. Mesdames, Messieurs, nous sommes au Kremlin. Permettez-moi de vous rappeler que Moscou a été fondé au XIIe siècle. Le fondateur de Moscou, le prince Yuri Dolgorouki. Vous allez voir les fresques, les icônes à partir du XIIe à XXe siècle. L'auteur de la cathédrale de l'Assomption, 38 mètres. À gauche, la cathédrale se trouve la cathédrale de l'Annonciation.
Vous venez d'aller au mausolée de Lénine, alors votre impression maintenant? C'est grand, c'est... Je dirais pas que ce soit impressionnant, non. C'est froid. Naturellement, lorsqu'on va voir un mort, ça peut être que froid, hein. Mais je sais pas, ces forces de... Ces gens en armes autour de cet homme qui a été ce qu'il a été, ça me paraît bizarre. Le mausolée est gardé d'une façon extraordinaire par tous ces... À mon avis, beaucoup trop, parce que ça, on se demande à quoi ça sert. 16 policiers, je crois. Il y en a à peu près 16. Pour un seul bonhomme, je sais bien qu'il peut y avoir des risques, mais enfin, quand même. C'est pas... Ça paraît bizarre. Pour un pays où on en parle, où on est contre le culte de la personnalité, je vois pas qu'on ne le fasse pas pour les vivants, mais qu'on le fasse vraiment pour un mort. Voir des files de plusieurs kilomètres pour voir cet homme qui a fait ce qu'il a fait, je me répète, bien sûr, mais être canalisé... être en bras nus, quitter ses sacs, quitter ses appareils de photo, là où il n'y a aucun secret d'État, je trouve ça un peu bizarre. Je pense que lorsqu'on va se recueillir sur la tombe du général de Gaulle, on n'est pas obligé de quitter ni ses appareils de photo, ni de quitter sa veste à un vestiaire, c'est tout. Oui, elle a beaucoup de chance. Dites, monsieur, vous buvez combien de vodka par jour depuis que vous êtes à Moscou? Oh, mais c'est une petite merveille, monsieur. Chaque jour, avec mes amis, 7, 8, 10, 12 bouteilles peut-être, ou disons peut-être 12 petits verres comme ça. Et avant de venir à Moscou, vous buviez de la vodka? Vous venez d'où, de Paris? Là-bas, nous venons de Paris et on buvait de... on ne veut pas le dire, non, réellement, c'est trop délicat, on buvait de l'eau minérale. Ah, mon Dieu, merveilleusement bien. Nous sommes vraiment très très bien encadrés, en tout cas. Par qui? On part de par nos amis et de charmants guides, évidemment. Charmantes hôtesses de Russie. Qu'est-ce que vous avez vu à Moscou? Quantité de monuments. La seule chose que nous regrettions, c'est de ne pas être rentrés dans les maisons, ce qui est regrettable, mais nous n'avons pas eu tellement de temps, en fait. Nous avons beaucoup marché dans les musées, nous avons les pieds très fatigués. Et vous ne pouvez pas demander à vos guides qu'elles vous introduisent dans des appartements russes? On leur a déjà demandé, en tout cas, de rentrer dans les cafés, et pour le moment, nous n'avons pas eu tellement de succès. C'est très difficile, oui. Dites, madame, c'est bon ce que vous mangez? Écoutez, c'est très acceptable comme nourriture. Il est évident que c'est pas ce que l'on mange à Paris. Mais enfin, je m'y suis très bien faite depuis que je suis là. Est-ce que c'est une cuisine typiquement russe? Ça, je ne saurais vous dire parce que je mange uniquement à ce restaurant et je mange toujours la même chose, à vrai dire. On n'a pas trouvé de restaurant typique, on n'a pas su nous indiquer de restaurant typiquement russe et ça, nous le regrettons beaucoup. Mais à Paris, vous allez dans les restaurants russes? Non, je pensais que je pourrais le faire en Russie. Et ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché, non, non. Les nuits folles de Moscou, on ne les a pas connues. Hein. Dites, c'est vous qui étiez chargé d'organiser ce voyage de 100 touristes français à Moscou? 510 en tout sur 5 voyages, uniquement de gens travaillant dans des banques du groupe CIC. C'était difficile à organiser? C'est assez difficile à organiser parce que les Russes n'ont pas la même manière de travailler que nous et on a beaucoup de mal à trouver de responsables. Quand vous dites les Russes n'ont pas la même manière de travailler, qu'est-ce que vous entendez? J'entends qu'on est obligé ici de passer par une touriste qui est un organisme d'État comme toute chose. Et n'ayant pas de concurrence, on est entre leurs mains de A jusqu'à Z. Ils font ce qu'ils veulent, ils changent les programmes quand ils veulent et sont les patrons, il n'y a rien à dire. Mais est-ce que quand même l'Intourist facilite le séjour de ces Français? Oui, au point de vue guide, ils sont très bien armés, mais au point de vue technique, un peu moins bien. Qu'est-ce que vous entendez par technique? Technique, dans le sens quand on a un problème, et j'en ai eu un ici, des pertes de valises, je crois qu'on les a retrouvées aujourd'hui, mais il y a 8 jours que ça traîne. Et elles sont à Leningrad. J'en suis pas encore sûr. Hein. Mais là, quand vous visitez Moscou, vous êtes toujours avec des guides de l'Intourist? Toujours. Toujours. Chaque visite que nous faisons, c'est toujours avec des guides de l'Intourist, mais nous pouvons nous promener seuls aussi. Si les gens ont envie de se promener seuls, ça pose aucun problème. Alors de quelle façon, par exemple, un guide de l'Intourist présente la réalité soviétique? Est-ce qu'on vous l'embellit? Est-ce qu'on essaie de vous convaincre?
que tout est beau ici? Non, vous posez une question difficile, hein. Oui, mais allez-y, allez-y. Bon, elles présentent leur pays qu'elles aiment beaucoup, je suppose, de toute façon, par rapport à ce qu'ils avaient avant, certainement, ils aiment beaucoup leur pays. Il y a une chose que moi j'accepte mal, c'est que je ne puisse pas faire de critique. J'aime beaucoup ça et c'est très difficile, parce qu'elles biaisent tout le temps, elles ne répondent jamais à la question posée. Qu'est-ce que vous critiquez en particulier ici? Le manque de responsabilité. Je crois que c'est la plus grosse critique que je puisse faire. Mais d'une façon générale, comment se comportent les Soviétiques à l'égard des Français? Les Français sont bien vus ici? Ah, j'ai une réflexion. Vous savez qu'il y a un match de football URSS-Espagne. Et on m'a fait remarquer que les Espagnols dépensaient beaucoup d'argent ici, ce qui m'a un peu énervé. On est considérés comme des rouspéteurs, à la base. Les Français sont des rouspéteurs. C'est vrai, oui. Oui et non, elles ne comprennent pas, on ne peut pas crier ici. Dès l'instant où on élève la voix, parce qu'on s'échauffe dans une conversation et ainsi de suite, elles ont très peur. Hein. Elles se ferment un peu en disant tu es en colère, ainsi de suite. Je ne suis pas en colère, mais je suis latin, alors je m'échauffe un peu plus vite et ça les affole un peu. Qu'est-ce que vous avez acheté, monsieur? Qu'est-ce que vous avez acheté ici? J'ai acheté du whisky. Whisky, oui. Et quelques... Vous croyez que c'est indiqué d'acheter du whisky à Moscou? Et pourquoi pas? Parce qu'il est moins cher. C'est toujours intéressant du moment qu'on fait des affaires. Il ne faut jamais les laisser passer. Vous avez acheté du caviar? Et certainement. En profiter également. Sans vouloir alerter les douaniers, vous allez en prendre combien pour emporter à Paris? Simplement un petit échantillon. Vous avez acheté de la vodka? Une toute petite bouteille à 1,50 $. Histoire d'avoir un petit souvenir cet hiver. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses dans les magasins à Moscou? Oui, il y a assez de choix. Il y a pas mal d'échantillons, il y a de très belles choses. Ça vous surprend qu'il y ait un magasin en devise? Il n'y en a pas en Paris. Bon, pour ici, c'est tout à fait normal, puisque les étrangers doivent trouver ici ce qu'ils recherchent, alors que le peuple soviétique n'a pas les moyens de se l'offrir. À mon avis, c'est pour ça. Dites, dans ce magasin, on accepte tout, je crois, les dollars, les francs. Vous payez en quoi? On paye uniquement en devises étrangères, soit en francs suisses ou en dollars. En majorité, on paye en dollars. Puisque les prix sont indiqués en dollars, c'est plus facile. Et pour la monnaie, on vous rend la monnaie en... Vous pouvez compléter en francs français, si vous n'avez pas suffisamment de dollars. Ça. Je suis navré de terminer ce journal sur une information qui est quelque peu dramatique. C'est un bateau grec qui est en train de couler au large de la côte italienne. C'est un bateau qui s'appelle l'Eleana, qui faisait la liaison, la navette entre le Pirée et l'Italie. Il est en train de couler, on annonce déjà 17 morts. Il y a 200 Français à bord, sur un total d'environ 1000 personnes. Nous n'avons pas beaucoup de renseignements. On croit que l'incendie se serait déclaré à la suite de l'explosion d'une bonbonne de gaz liquide dans la cuisine à l'arrière du navire. Il y a beaucoup de navires qui sont en train d'essayer de sauver le maximum de passagers. 17 morts aux dernières nouvelles. Je pense que nous aurons d'autres informations et peut-être des renseignements plus précis dans Télésoir. Et Télémidi est maintenant terminé. Bonne journée.